Bonjour, soyez les bienvenus sur Collection Argentique. Dans cet épisode, pas de boîtier Canon, c'est un Minolta, le X700, que nous allons passer en revue. Bienvenue au nouveau, la chaîne a largement passé le cap des 1000 abonnés, nous sommes nombreux et c'est tant mieux. Avant de commencer, j'aimerais avoir une pensée pour mon oncle Francis, qui nous a quittés soudainement beaucoup trop tôt, et qui m'avait légué son Minolta X700, ce Minolta X700, avec un lot d'accessoires, de zoom, la sangle bleue anniversaire 25 ans, une housse en cuir, un flash, le dos multifonction électronique, bref, un splendide cadeau pour le collectionneur que je suis, et Francis est un peu avec nous dans cette vidéo. Avant de rentrer dans les détails, petit rappel pour les non-initiés et les millénials. Minolta est un grand fabricant d'appareils photo qui a été actif du début des années 1930, jusqu'à 2006. Minolta a produit de splendides appareils comme la gamme SRT et de très belles optiques. Minolta a également collaboré étroitement avec Leica pour développer différents boîtiers et optiques haut de gamme, comme les fameux XD, ainsi que la série des télémétriques CL commercialisées dans les années 70. Minolta, c'est aussi l'innovation avec le 7000 qui est le premier réflexe autofocus sorti en 1985. Dans les années 2000, c'est aussi Minolta, après alliance avec Konica, qui proposera le premier appareil numérique à capteur stabilisé, une technologie qui sera reprise après rachat par Sony dans les boîtiers Alpha. Ceci posé, revenons à notre sujet, le Minolta X700. Il s'agit d'un appareil photo réflexe mono-objectif au format 24-36 à optique interchangeable. Il a été commercialisé à partir de 1981 et jusqu'en 1999, belle longévité donc, et gros succès commercial pour Minolta. Succès également auprès des testeurs des années 80, puisque le X700 reçut le prix européen d'appareil de l'année en 1981. C'est un boîtier grand public, plutôt haut de gamme, doté d'automatismes très intéressants. Un mode tout auto, ça c'est la grosse innovation pour l'époque, un mode priorité ouverture, la mémorisation de l'exposition, ça c'est vraiment très bien, et il est aussi équipé d'une compensation d'exposition jusqu'à 2 stops. Le X700 est motorisable, il permet la prise de vue au flash avec la mesure à travers l'objectif, le TTL, qui permet une mesure sur la surface du film, et il est en outre équipé d'un retardateur électronique. Je reviens sur toutes ces fonctionnalités en détail un petit peu plus tard. Côté concurrence, les contemporains du X700 sont, sans être exhaustifs, les Canon A, A1 et AE1 programme, et dans une moindre mesure l'AE1 ou la V1. Chez Nikon, on peut citer les FE, FE2 et FA. Et on peut citer également les très compacts Pentax ME et ME Super, et chez Olympus, l'OM10. Le début des années 80, c'est vraiment un moment excitant pour le monde de la photo, les innovations pleuvent, il y a un choix incroyable de boîtiers et d'optiques, et il y a des labos photo et des boutiques photo à tous les coins de rue. Le X700 reprend le corps de base du XGM qui est sorti quelques années plus tôt. On peut dire que c'est du classique modernisé et le boîtier n'existe qu'en noir. Posé à côté d'un hybride numérique full frame, le X700 est loin d'avoir une ligne démodée. Le boîtier est assez compact, il est aussi assez plastique, mais de bonne facture. Il est plutôt léger avec 505 grammes nu et sans pile, et dans les 700 grammes avec le 50 mm 1.4 comme ici. L'ergonomie classique est très aboutie. Sur le bandeau du dessus, on trouve de droite à gauche le compteur de vue et le témoin d'avancement du film, typique des Minolta, le levier d'armement, la molette de sélection des modes et des vitesses avec son bouton de déblocage, au centre de cette molette, le déclencheur. Et juste à la base de cette molette, on a l'interrupteur rotatif. De l'autre côté du prisme, il y a la double molette de sélection de la sensibilité du film et de compensation d'exposition, avec juste à côté le bouton de déblocage. Au-dessus, la classique manivelle de rembobinage avec la commande d'ouverture du dos. Sur le dos, qui est amovible, l'encoche pense-bête avec le tableau d'équivalence Azzadine. Côté semelle, il y a le pignon d'entraînement pour le moteur Drive 1, le bouton de débrayage, le pas de vis standard pour l'utilisation sur pied, le logement des piles et enfin les contacts électroniques pour la communication boîtier-moteur. Sur la face avant, à gauche de l'objectif, le bouton de déblocage de la monture, juste en dessous le connecteur à vis pour l'utilisation d'un déclencheur souple et la commande de test de la profondeur de champ. De l'autre côté de l'objectif, on trouve la prise synchro flash
et la double commande de mémorisation de l'exposition et du retardateur électronique. Une disposition classique et fonctionnelle des commandes, et les renflements texturés à l'avant et à l'arrière rendent vraiment la prise et la tenue en main très confortables. Et moi qui ai de grosses paluches, je suis assez à l'aise pour accéder aux fonctions de base de ce petit boîtier. Le X700 est équipé d'un obturateur électromécanique, ce qui signifie qu'il a impérativement besoin de piles, 2 en l'occurrence, pour fonctionner. La bonne nouvelle, c'est que les piles nécessaires sont de type LR44 ou SR44 ou A76 et elles sont disponibles en supermarché. Il est possible de remplacer la paire de piles par une pile unique CR1 3N de 3 volts au lithium qui dure un peu plus longtemps qu'une paire d'alcalines. Il faudra un jour qu'on m'explique qui donne ces noms tordus au type de pile. Pour les mettre en place ou les changer, il faut dévisser le cache en dessous de l'appareil, mettre les deux piles l'une sur l'autre dans le logement et de revisser le tout. Pour en revenir à l'obturateur, maintenant qu'on a mis les piles, il est constitué de rideaux en tissu enduit à translation longitudinale. Les vitesses possibles vont de la pause B au millième avec une pause lente à 1 seconde. Le déclencheur est très plaisant, sa commande est souple et le son du déclenchement est très satisfaisant. Ça, c'est pour les adeptes de l'ASMR. On pourrait juste regretter que Minolta n'ait pas repris l'obturateur vertical à rideau métallique développé avec Leica et Seiko sur le XD7. Il y a vraisemblablement derrière ce choix la prise en compte d'impératifs économiques et industriels pour décliner cette base de boîtier en enlevant quelques fonctions. Le X700 est tout ce qu'il y a de conventionnel pour le chargement et les déchargements. Je déverrouille le dos, j'ouvre et je charge mon film en engageant l'extrémité de l'amorce dans l'encoche de la bobine enrouleuse. Je place la cartouche dans son logement à droite. J'engage la manivelle, je tourne un peu la bobine receveuse dans le sens horaire pour bien engager l'amorce tout en m'assurant que la roue crantée est bien en prise avec les perforations de la pellicule. Je referme le dos, je mets l'appareil sous tension en tournant le petit levier sur la position on, avec ou sans bip, j'arme et je déclenche 2 fois. On peut tenter de ne le faire qu'une fois pour essayer d'utiliser la vue 0 mais avec un risque de frange. Je règle la sensibilité de la pellicule en déverrouillant la molette et en la tournant comme il faut. Le X700 accepte les films ayant une sensibilité de 25 à 1600 ASA. Comme sur d'autres modèles Minolta, le petit truc en plus de l'appareil, c'est le témoin de bon défilement du film. Quand la pellicule est chargée, une languette orange apparaît et cette languette va progressivement vers la droite pour remplir la petite jauge au fur et à mesure de l'avancement du film. Un moyen de savoir, 1, si vous avez un film de chargé dans l'appareil et 2, d'avoir d'un coup d'œil une idée d'où vous en êtes avec votre pellicule, même si le compteur de pause est juste à côté. À la fin de la pellicule, la marche à suivre est quasi standard. Je libère le crantage en appuyant sur le bouton de débrayage sous le boîtier, je déplie la manivelle, je rembobine en suivant le sens de la flèche, et quand la résistance cesse, j'ouvre le dos en tirant la manivelle vers le haut, et ce faisant, le compose se remet à 0 et je récupère ma bobine. Pour certains, le viseur du X700 est un modèle du genre, et il faut reconnaître qu'il est très bien fait. Il est assez clair et couvre 95% du champ de vision. La mire de mise au point est constituée d'un anneau à microprisme et d'un stigmomètre. Sur le côté droit, il y a en haut un système d'affichage électronique avec des lettres colorées, P, A ou M, pour rappeler le mode de prise de vue choisi. Un système de diode rouge vient pointer l'échelle des vitesses pour indiquer la vitesse choisie en mode auto et semi-auto ou la vitesse à choisir en mode manuel. Si on utilise la compensation d'exposition, une petite étoile rouge s'allume à côté de l'indicateur plus-moins situé en bas de l'échelle des vitesses. Sur la partie basse du viseur, un guichet à miroir d'angle permet de lire la valeur de diaphragme sélectionnée sur l'objectif. Ce qui est appréciable sur le X700, c'est que les indications techniques sont bien distribuées à la périphérie du viseur et qu'elles ne polluent pas le cadrage. Le système de mesure de la lumière du X700 est de type pondéré central, c'est-à-dire que le centre de l'image est privilégié avec une prise en compte globale du cadre. Il y a 2 cellules dans le boîtier, une première au silicium est montée à l'arrière du prisme pour les mesures courantes et une seconde sur le côté du compartiment miroir pour la mesure au flash TTL avec les flashs PX compatibles. Minolta n'est pas novice en termes d'automatisme. Le XD7 de 1977, le prédécesseur du X700, était le premier réflexe à priorité ouverture et priorité vitesse. On dit même qu'il avait un mode P caché, mais chut.
Sur la face avant du boîtier, on trouve l'inscription MPS. Mes pires souvenirs? C'est l'acronyme de Minolta Program System, l'autre petit nom du mode P. P comme pro, c'est connu. P comme programme. Ce qui fait du X700 officiellement le premier appareil 2436 capable de déclencher en n'ayant à faire que le point. Pour les millennials qui me regardent, ça veut dire que le X700 sait faire du point and shoot. Non mais restez, je vous aime bien. Pour profiter de cette folie de modernité automatique made in 1981, il faut d'abord fermer complètement le diaph de l'objectif MD compatible et verrouiller la position avec le petit loquet dédié. Ça marche aussi avec les objectifs MD de la génération précédente, même si ces derniers sont dépourvus du petit onglet de verrouillage. C'est le cas de mon 50 mm par exemple. Sur le boîtier qu'on aura pris soin de mettre sous tension, en tournant l'interrupteur en position ON, avec ou sans bip, au choix, on tourne la molette des modes pour se caler sur le beau P vert encadré. Dans le viseur, en haut à droite, nous retrouvons le P vert, et non pas le Pi vert. Pi vert comme un pi vert, qui nous rappelle le mode choisi. Quand on presse légèrement le déclencheur ou le bouton de mémorisation de l'exposition, l'appareil nous donne l'indication de la vitesse calculée par le boîtier. Si jamais la bague de diaph a bougé de la position fermée, le P du viseur clignote pour nous indiquer qu'il y a un souci. À partir de là, à vous les photos en tout auto, il n'y a qu'à faire le point, composer et déclencher. Un geste simple à la portée de tous pour peu que vous ayez un œil attentif et un peu de goût. Le mode semi-automatique, à priorité ouverture, s'enclenche, surprise, en faisant tourner la molette de mode en position A. Si vous étiez précédemment en mode P, n'oubliez pas de déverrouiller la bague de diaph, ce sera plus pratique. Dans le mode A, qui est rappelé dans le viseur avec un joli A rouge, le boîtier va ajuster tout seul la vitesse d'obturation en fonction de l'ouverture du diaph choisi. Pas besoin de sortir l'œil du viseur pour ajuster ces réglages, l'ouverture est visible en bas et la vitesse est indiquée sur l'échelle à droite par les diodes rouges. C'est mon mode préféré avec cet appareil, précisément parce qu'il n'y a pas à sortir l'œil du viseur pour ajuster ces réglages. En réglant la molette mode vitesse sur une vitesse spécifique, l'appareil passe en mode manuel. Dans le viseur, le M rouge apparaît en haut à droite, le diaphragme choisi est visible dans le guichet en bas, mais pas la vitesse. Enfin, pas vraiment. La petite subtilité du X700, c'est que sur l'échelle de vitesse, c'est la valeur à sélectionner pour avoir la bonne exposition qui est indiquée, pas le réglage en cours. Vous me suivez? Concrètement, si vous choisissez le 125e sur la molette, eh bien il faudra par exemple ajuster le réglage du diaph pour que 125 soit la vitesse pointée dans le viseur. Dans ce cas de figure, on ne sort pas du viseur et la vitesse prime sur l'ouverture. Si vous voulez faire primer l'ouverture en choisissant F4 par exemple, il vous faudra alors ajuster la vitesse de la molette pour qu'elle corresponde à celle indiquée dans le viseur. Et dans ce cas, vous serez obligé de sortir l'œil du viseur pour vérifier votre vitesse sur le sélecteur. Si vous avez les bips activés lorsque vous mettez le X700 sous tension, l'appareil émet un son quand on presse le déclencheur à mi-course. Et tant qu'on n'a pas adopté le bon couple vitesse-ouverture, on a ce bruit et ça permet de garder l'œil dans le viseur, mais bon, pour la discrétion, en photo de rue, on repassera. Vous trouvez ça moyennement intuitif, et moi aussi. Cet appareil est résolument plus facile d'usage en mode P ou A, et c'est pour ça qu'on l'aime. Après le mode P, l'autre innovation qu'apporte le X700, c'est la possibilité de mémoriser le réglage d'exposition. Cette mémorisation d'exposition est vraiment un plus en mode P et en mode A car elle permet d'avoir un certain contrôle dans les conditions de lumière délicates. En pratique, c'est assez simple. Imaginons que je veuille prendre une vue en extérieur avec un ciel très clair, mais que je veux préserver l'exposition des éléments en bas de composition, ou en intérieur quand je suis face à une entrée de jour. Pour bien exposer des zones qui pourraient sortir sous-exposées sur le film, je vais viser la zone du cadre sur laquelle je souhaite caler mon exposition pour que l'appareil fasse une mesure et détermine le couple ouverture-vitesse si vous êtes en mode P ou la bonne vitesse si vous êtes en mode A. Et là, avec le majeur, je presse sur le bouton dédié et tout en maintenant la pression, je vais pouvoir ajuster ma composition, faire le point et déclencher avec l'index. La compensation d'exposition donne la possibilité de compenser l'exposition jusqu'à 2 stops. L'utilisation est simple, il suffit d'appuyer sur le petit bouton de blocage et de tourner la molette pour la placer sur la valeur souhaitée. Les graduations sont simples et vont de +2 à -2 par demi-stop. Quand la compensation d'exposition est utilisée, une diode de rappel clignote dans le viseur sous les vitesses quand on presse le déclencheur à mi-course. Sur le terrain, cette fonction permet de faire du bracketing ou de compenser un contre-jour.
Le X700 est équipé d'un retardateur électronique de 10 secondes. Il s'enclenche en relevant le petit loquet qui sert à la mémorisation d'exposition pour faire apparaître le liseré rouge. Lorsqu'on appuie sur les déclencheurs, le décompte se lance. Il est matérialisé par une diode qui clignote en façade. Et si vous êtes en mode avec son, le décompte est rythmé par une série de bips qui s'accélèrent dans les dernières secondes avant de prendre une vue. Il est possible d'interrompre le processus en rappuyant simplement sur le bouton. Comme sur le XD7, il faut des objectifs MD pour utiliser le X700 en mode programme. Cependant, toutes les optiques Minolta de type MC antérieur peuvent être utilisées, que ce soit en mode priorité ouverture ou en mode manuel. Ceci permet de faire son marché dans une grande gamme de lentilles de qualité produites par Minolta depuis les années 50. Pour mon exemplaire, je dispose d'un zoom 3505 qui ouvre à f3.5.4. C'est un zoom push-pull, compact, qu'on pourrait dire à tout faire. Même s'il n'est pas super lumineux, on parle tout de même d'un zoom standard du début des années 80, il est bien contrasté et offre une plage de focale très appréciable tout en étant assez compact. Le petit plus, c'est sa fonction macro qui permet à 105 mm de faire des vues très rapprochées et c'est assez sympa pour détacher un objet proche de l'arrière-plan avec un joli flou. Sinon, pour la compacité et la polyvalence, j'utilise le 24-35 mm f3.5. C'est une plage de focale peu banale pour un zoom, mais je la trouve très pratique en photo de rue car elle permet d'avoir en un seul objectif compact 3 focales utiles, 24, 28 et 35, le tout en étant à peine moins lumineux qu'une focale fixe équivalente. Enfin, si je veux faire des images en moindre luminosité, il y a le 50 mm f1.4. Le 50 mm est le plus souvent disponible avec l'ouverture maximum à f1.7 qui donne aussi de très bons résultats. Enfin, je ferai une mention particulière pour le 50 mm macro f3.5 que j'ai eu avec une bague d'allonge dans le kit de mon oncle. Je ne m'en sers pas en argentique, mais il fait merveille en numérique et en vidéo. D'ailleurs, une grande partie des plans macro qui sont dans les revues sont tournés avec. Autre belle innovation amenée par le X700, la mesure TTL au flash. Qu'est-ce que c'est? Cette fonction est disponible avec les flashs Minolta de la série CLE, mais surtout idéale avec les modèles 280 et 360 PX que voici. Grâce à une cellule située au cœur du boîtier, le X700 est capable de mesurer la lumière réfléchie, c'est-à-dire celle qui est réellement reçue par le film, pour ajuster automatiquement et instantanément les réglages dans les modes P et A pendant la prise de vue. Le 360px est un flash semi-pro avec une tête rotative. Il est alimenté par 4 piles bâtons LR6 et le 280px est un flash plus simple à tête fixe. Pour utiliser le 360px, le plus simple c'est de placer le curseur du flash sur TTL et l'appareil en mode P ou A. L'obturateur va déclencher au 60e et l'appareil va ajuster seule l'ouverture en mode P et la vitesse et communiquer avec le flash pour ajuster la puissance de l'éclair pour une exposition optimale. La seule condition à remplir est de placer le sujet dans la plage de distance recommandée indiquée sur le disque de réglage au-dessus du flash. Si tout s'est bien passé, la diode du 1/60e dans le viseur va clignoter plus rapidement pendant un instant, de même la diode verte FDC sur le flash va s'allumer pendant 2 secondes. Je passe sur les autres fonctions et utilisations du flash. Pour ceux que ça intéresse, je mets un lien vers toutes les notices dans le descriptif. J'ai complété mon X700 avec la poignée motorisée Motor Drive 1. Elle fonctionne avec 8 piles LR6 et se monte très facilement sur la semelle du boîtier. Le grip est super confortable. Le déclencheur déporté est inséré dans une couronne à 4 positions pour le mettre sous tension et choisir le mode d'entraînement, S pour les vues uniques, High et Low pour choisir la vitesse d'entraînement du moteur. En position High, le X700 peut monter à une cadence de 3,5 vues par seconde. Avec ce grip, on gagne aussi un déclencheur supplémentaire pour la prise de main en verticale. Le moteur Drive 1 ne rembobine pas le film, pour cela il faudra jouer du levier de débrayage pour actionner la manivelle et remettre les précieux clichés à l'abri de la cartouche avant de les extraire du boîtier. Une fois le Drive 1 monté, le X700 se la joue pro avec des faux airs de Canon New F1, vous trouvez pas? Et là vous me direz que pour la photo de rue, d'un coup le X700 est beaucoup moins léger et discret, et vous aurez raison, mais c'est tellement fun. En
plus des flashs, du grip moteur, il existe un dos multifonction électronique que voici, qui permet d'afficher la date sur les clichés, ça c'est saut années 80, mais aussi, une fois couplé au moteur Drive 1, de programmer les déclenchements et de faire de la chronophotographie. Timelapse pour les intimes. Il y a aussi des reports de commandes de flash, des télécommandes filaires. Il est également possible de changer les verres de visée. Il y en avait 8 différents en fonction des applications spéciales qu'on souhaite aborder en photographie. Bref, un vrai petit système complet pour les passionnés de photos des années 80-90. Avant de clore sur les accessoires, ma petite personnalisation, cet œilleton Canon pour le confort. C'est le même modèle que celui que j'ai adopté sur mon Canon FTB et sur d'autres boîtiers. Je dispose d'un œilleton Minolta d'origine, mais c'est une couronne en caoutchouc et j'ai toujours peur de la perdre en balade. Et puis je suis également obligé de l'enlever pour charger les films parce que la couronne ronde gêne l'ouverture du dos. Le X700 est un appareil fiable. Mon exemplaire affiche une jolie quarantaine et fonctionne toujours à merveille. Signe quand même d'une certaine robustesse, même si sur ces boîtiers, la place grandissante de l'électronique peut faire craindre quelques déboires avec le temps. La panne la plus répandue et la mieux documentée sur le X700 concerne justement des condensateurs qui ont tendance à rendre l'âme. L'armement est alors bloqué et le boîtier est inutilisable même avec des piles neuves. La solution existe et consiste à remplacer les condensateurs par des neufs. C'est une réparation à confier à un pro si vous ne vous sentez pas l'âme ni les compétences d'un électronicien ou que la soudure à l'étain vous laisse de marbre. Autre petite faiblesse du X700, le compteur de vue. Le disque sur lequel sont inscrits les numéros est doté d'un ergot qui sert de butée lors de la remise à zéro et ce petit ergot a tendance à se casser. Pour réparer, il faut déposer le capot supérieur du X700 et recoller l'ergot s'il n'est pas perdu ou un petit morceau de plastique de taille équivalente pour rétablir la butée. J'ai dû faire cette réparation en m'aidant d'un tuto vidéo et je vous mets le lien dans la description. Pour le reste, le X700 est très bien documenté et la plupart des petites pannes ont leur solution. Je mets des liens en description. Enfin et surtout, si votre X700 est en panne et que vous ne le sentez pas plus que ça en termes de réparation, confiez votre appareil à un vrai réparateur avant de risquer d'en faire un presse-papier. Le X700 a deux petits frères très intéressants. Le premier, c'est le X500. Pour faire simple, le X500, c'est le X700 sans le mode P et sans la compensation d'exposition. Pour le reste, tout y est, le mode A, la mémorisation d'exposition et la mesure TTL au flash. Mieux, le mode manuel a été revu par rapport au X700. Le X500 affiche la vitesse sélectionnée en plus de la vitesse à sélectionner, ce qui permet de faire ces réglages sans sortir l'œil du viseur. Pratique. Tous les accessoires du X700 sont à ma connaissance compatibles avec le X500. Le second petit frère, c'est le X300 qui reprend la base du X500 sans le rappel de l'ouverture dans le viseur et sans la mesure TTL au flash. Ce modèle a été modernisé jusqu'en version S dans les années 90 et qu'il soit S ou pas, les X300 sont un très bon choix pour qui veut débuter en photographie argentique avec un boîtier abordable. J'ai un lien affectif avec ce X700, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un avis. C'est un super boîtier, très agréable à utiliser, il est compact et léger, tout comme les optiques, et ce qui permet de l'emporter facilement, sans qu'il devienne un fardeau. Les commandes sont vraiment bien placées et permettent d'obtenir rapidement les bons réglages. En plus, il a un look sympa et discret. Le mode A, mon préféré, est super efficace et est bien complété par la mémorisation d'exposition dont je me sers assez souvent. Sur le versant un peu plus critique, je regrette parfois que l'obturateur soit limité au millième. Un obturateur à rideau métallique, comme sur les XD ou les Nikon FE, avec une vitesse disponible jusqu'au 2 millième, ça aurait vraiment été top. Pour contourner cette limite et ne pas devoir fermer complètement le diaph quand je shoot de la 400 par beau temps par exemple, j'utilise un filtre ND8 vissant qui me permet de descendre de 2 diaph sans perte de qualité sur l'image. Je ne suis pas un adepte du mode P tout auto, j'ai constaté des résultats mitigés en basse lumière ou en lumière critique type léger contre-jour. En revanche, ce mode P rend l'usage du flash hyper simple. Bilan fait, ce X700 est vraiment un super appareil. Je lui ai passé une dizaine de rouleaux en différentes sensibilités cet été et l'ensemble de mes clichés est sorti nickel du développement, de quoi alimenter mon Instagram pendant des mois. Comme d'habitude, vous trouverez des liens dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin, tant sur l'histoire que la technique autour de cet appareil. Si vous avez aimé cette revue, mettez un petit pouce, abonnez-vous et n'oubliez pas Instagram. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en contribuant à mon Tipeee. On se retrouve bientôt pour une nouvelle revue.
D'ici là, portez-vous bien et prenez soin des selles d'argent.